Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de créer un podcast Histoire d'hypercroissance où on prend le temps d'échanger, de comprendre leur parcours souvent atypique et je prends même le temps également d'y inviter des experts qui viennent décortiquer la croissance de ces entrepreneurs-là, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir la brillante et pétillante Isabelle Foisy, qui est à la tête de Point Cardinal, une entreprise qu'elle a décidé de créer après 30 ans de carrière. Donc, tout est possible. Elle prend le temps avec nous de nous décortiquer quels sont les aléas par rapport à l'innovation et la gouvernance dans les entreprises. Souvent, des questions qu'on se pose lorsqu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Comment je peux innover? À quel moment je devrais avoir un comité consultatif? C'est quoi la différence entre tout ça? Donc, elle est vraiment généreuse de son expertise, de ses connaissances, de son savoir-faire et elle nous partage les meilleures pratiques. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Isabelle Foisy de Point Cardinal, bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un plaisir d'être avec toi. Oui, tellement contente que tu sois là. Écoute, je te dirais que quand on a appris à se connaître, on a eu comme un coup de foudre professionnel. Tellement. Moi, je me retrouve chez toi dans tes valeurs, dans ton sourire, dans ton approche, dans ta façon d'être authentique, vraiment. Oui. Et puis, on a tellement connecté qu'on est rendu dans le même groupe de femmes. Donc, on est dans le même chef. Fait qu'on a la chance de se côtoyer. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais j'aime toujours, à Histoire d'hypercroissance, inviter des experts, des gens qui ont une expertise, particulière, qui ont le même désir que moi d'avoir cet impact-là sur la croissance des organisations. Et t'es tellement là-dedans que je pouvais pas t'inviter. Bien, je me sens bien privilégiée pour vrai que tu aies pris la peine de me parler, de me demander ça me tentait-tu d'être là. Mais vraiment, c'est un plaisir pour moi. Puis tu as raison, quand on fait des choses puis on a à cœur les entrepreneurs ou les organisations, bien, je pense qu'on fait un bout de chemin pour aider le Québec à devenir meilleur. Puis je pense que ça me drive au bout. Ouais. Puis tu le fais depuis des années. Et là, je commence toujours par l'histoire de l'individu que je reçois. Alors, quelle est l'histoire d'Isabelle qui, juste avant le podcast, me disait « je réalise que j'ai 30 ans d'expérience en gouvernance. » Fait que ça ne nous rajeunit pas, mais quand même, explique-moi ton parcours, parce que c'est tellement intéressant. Bien, merci. En fait, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années chez Bell. Je dirais que c'est pas mal ça ma première job. Puis chez Bell, c'est comme une ville. Alors, j'ai fait 22 000 affaires. Là. J'ai fait de la gestion de projet, des ventes, dons commandites, relations publiques, relations de presse. J'ai été vraiment en mesure de faire plein d'affaires différentes. Fait que c'était hyper excitant. Puis chez Bell, c'est là que j'ai commencé à siéger sur des conseils d'administration. Ils nous poussaient, là, nous disaient, impliquez-vous dans votre communauté, faites donc, impliquez-vous. Puis Bell aussi était un partenaire important de plein d'organisations, des chambres de commerce, des fondations d'hôpitaux. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé là, vraiment à pouvoir m'impliquer de plus profondément là, dans des conseils d'administration. Puis ensuite de ça, après Bell, ce désir-là de redonner dans ma communauté, d'être proche des gens, puis de proche des entrepreneurs m'a amené à prendre la position de présidente et directrice générale de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal. Alors là, je me suis dit, je vais refaire ça 2 ans. Je disais à mes chums de filles, je suis comme au spa quand j'étais à la Chambre de commerce de l'Est. Il me semble que je me sens bien. Je me sens entourée de gens que j'aime, avec lesquels je me reconnais. Puis finalement, écoute, je suis restée là presque 7 ans. J'ai eu un coup de foudre. Tu parlais de coup de foudre tantôt. Oui. Là, mais des coups de foudre professionnels, puis des coups de foudre dans ta job, là, ça n'arrive pas si souvent que ça. Puis j'ai été hyper contente parce que j'ai rencontré des gens, plein d'entrepreneurs, des présidents d'entreprises. Puis ce qu'il faut que vous sachiez, ou ce qu'il faut que toi tu saches, c'est que dans ma tête, là, depuis longtemps, moi, je voulais être entrepreneur. Puis c'est la première fois que quelqu'un m'a dit « Hey Isabelle, t'es donc bien une bonne entrepreneur. » Puis ça m'a comme frappé au cœur directement parce que c'est pas un mot que j'utilisais pour moi. Tu sais, je le voyais chez les autres. Puis c'est Guy Lagagnère là, qui m'a dit ça, puis il me disait « T'es vraiment une super entrepreneur. » Puis ça a résonné chez moi. Puis là, ce désir-là d'être à mon compte ou d'être entrepreneur, d'avoir une business, là, c'est comme si ça me hantait. Là. Puis je me disais, ton background, c'est quoi? Viens-tu d'une famille d'entrepreneurs? Mon père est avocat, il est arbitre de grief en relation de travail, il était à son compte, mais pas d'une famille, non, pas nécessairement. Je pense que c'est ce désir-là d'entreprendre, ce désir-là de faire une différence, ce désir-là de sentir que je contribue à plus grand que juste
Isabelle Foisy, ça m'a toujours hyper animée de me dire, ben, puis je retrouve ça beaucoup dans les conseils d'administration, puis on aura sûrement l'opportunité d'en parler. Oui. Fait que ça, je suis donc 7 ans à la Chambre de commerce de l'Est, en amour avec les gens, en amour avec les entreprises, en amour avec le territoire. C'est un joyau, là, que je connaissais peu ou pas. Je n'ai pas de l'Est de Montréal. Puis j'ai appris à découvrir ce territoire-là. Puis je me disais, my God, il faut faire de la lumière, puis il faut amener des projets porteurs sur ce territoire-là pour justement donner toute la couleur à ce territoire-là. Fait que j'ai 7 ans. Ensuite de ça, ce désir-là d'entreprendre, je te le disais, j'ai été associée dans un cabinet comptable, un grand cabinet comptable à Montréal pendant 2 ans. J'étais responsable de la stratégie, puis de l'innovation, puis le développement. Puis là, je me suis dit, ah, ça, c'est ma façon à moi de commencer à être entrepreneur avec d'autres associés, puis je vais partager le risque. Je pense que j'étais un peu chicken, pour vrai, de me lancer en affaires encore. Puis là, ben j'ai fait ça pendant 2 ans, puis j'ai le gouvernement du Québec qui était venu me chercher pour partir Québec Innove. Donc ça aussi, pour moi, c'était hyper entrepreneurial parce qu'on parlait de ça de zéro. Donc, j'avais pas d'employés, pas de bureau, pas de mission, pas de vision, pas de stratégie d'entreprise. Il fallait bâtir ça. Puis je me disais, wow, incroyable, je vais avoir vraiment je vais être on va parler d'innovation. J'ai fait beaucoup de projets d'innovation chez Bell. Bon, j'avais aussi la responsabilité de l'innovation dans le cabinet comptable. Je m'en vais chez Québec Innove. Là, je me disais, wow, entreprise, innovation, ça va être génial. C'était quoi le mandat à l'époque de Québec Innove? Bien, en fait, c'était de mettre en lien les 14 000 chercheurs du Québec avec les entrepreneurs. Donc, on a près de 250 000 PME au Québec, grosso modo. Fait que le lien, c'était de mettre ça ensemble pour justement provoquer que nos entreprises soient plus innovantes. Comment est-ce qu'on fait pour que les idées des entrepreneurs et les idées des chercheurs, bien, ça fasse puis qu'on réussisse aussi à contaminer nos entrepreneurs, puis on leur donne le goût de mieux innover, mais aussi des structures puis des mécanismes pour les aider à bien innover. Donc, de rencontrer les bonnes personnes aussi qui étaient pour être en mesure de les aider à développer des nouveaux produits, des nouveaux processus, puis aussi les mettre en lien avec des différents financements. Puis évidemment, Québec Innove, bon, bien, le financement, c'était du financement public auquel les entrepreneurs avaient accès. Donc, on faisait ce lien-là auprès des différents financements et les différentes expertises. Fait que toi, tu as créé ça. Bien, en fait, le gouvernement a créé ça. Là. C'est pas moi, c'est un OBNL à part entière. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'était toi qui étais en charge de gérer ça. Puis ça a duré combien de temps? Bien, moi, j'étais là 3 ans. Bien, quand je dis moi, on avait toute une équipe. Là, j'avais un conseil d'administration extraordinaire composé d'entrepreneurs et de chercheurs. Donc, on a créé ça ensemble. Puis là, bien, la beauté de ça, c'est que le gouvernement du Québec actuel a créé le Conseil de l'innovation du Québec. Alors, on a transféré ce qu'on avait bâti chez Québec Innove auprès du Conseil de l'innovation du Québec parce le gouvernement se donne les moyens là, de pouvoir vraiment tout mettre au même endroit. Donc, on a transféré les gens. Comme un peu une consolidation. Oui, exact. Puis je pense que c'est nécessaire dans l'écosystème aussi de faire de la consolidation pour avoir les meilleurs joueurs aux bons endroits, puis que les entrepreneurs savent vraiment vers où aller, vers où se tourner, mais aussi que le gouvernement ait les bons joueurs aussi pour travailler sur les stratégies québécoises de recherche et d'innovation. Donc, moi, je pense que ça faisait vraiment un mix. Puis, là, j'ai vu une opportunité. Fait que, tu sais, dans la vie, il y a plein de Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, est-ce que je me joins au Conseil de l'innovation? Est-ce que je prends un autre poste de PDG au Québec? Puis là, ben j'avais cette discussion-là avec mon père puis ma mère, puis je disais, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Puis mon père dit, qu'est-ce que tu as goût de faire? Puis tu sais, on fait du coaching, je fais encore du coaching à HEC là, depuis une dizaine d'années au finissant du MBA, puis c'est des questions qu'on pose, tu sais, c'est quoi ton désir réel? Comment tu vas contribuer à faire? Puis c'est comme si moi, ces questions ouvertes-là, je ne me s'étais pas posées à moi. Oui, tu sais, je suis bonne cordonnier mal chaussé, toujours. Exact. C'est souvent ça, hein? Fait que mon père, il a juste, je me rappelle pas si c'est mon père ou ma mère qui ont juste dit, qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire? Puis là, je dis, ce que j'aime le plus, là, c'est la gouvernance. Ce que j'aime le plus, c'est la stratégie. Puis ce que j'aime le plus, c'est l'innovation. Ça, là, c'est moi. C'est toute mon expertise, toute mon expérience que j'ai cumulée au fil des dernières années, des 30 dernières années. C'est vrai que c'est difficile à dire, mais c'est ça. C'est ça pareil. C'est ça pareil. Fait que, je me suis dit, pourquoi je me lancerais pas en affaires? Puis là... Mais attends, là, c'est important, là. Parce que tu as décidé de te lancer en affaires après 30 ans. Oui, je sais. C'est génial. C'est génial. Puis je pense que j'étais juste pas mûre. Je sais pas si j'étais pas mûre pour toutes sortes de raisons, mais là, j'étais mûre. En janvier 2022, ça fait un an, janvier 2022, c'est là que j'ai décidé, je vais me lancer en affaires. Je vais faire ça. Je vais faire des choses que j'aime. J'ai le goût d'ordonner aux entrepreneurs, aux organisations. Je peux pas garder ce savoir-là juste pour moi. Puis dans mes valeurs, travailler en équipe, c'était super important. Fait que j'avais pas le goût de faire Isabelle Foisy Inc. J'avais vraiment le goût de faire quelque chose avec d'autres gens
qui me stimulerait, qui me motiverait, qui m'inspirerait. Puis, je pense que l'inverse, que je pouvais aussi les inspirer. Fait que là, on a le droit à une Isabelle qui a été très impliquée de par son parcours dans l'entrepreneuriat, de siéger sur des conseils d'administration, de travailler dans différentes grosses boîtes. Puis moi aussi, j'ai fait la même chose. J'ai été 10 ans dans une pharmaceutique et tu touches tellement, c'est tellement gros que tu touches à tous les postes, tu apprends à te découvrir. Et là, tu découvres, tu as tout le temps cette petite voix-là dedans qui te dit « Hey, moi, l'entrepreneuriat, ça va venir à un moment donné. » Et là, il y a à peu près un an, Point Cardinal voit le jour. Et là, j'aimerais ça que tu me parles du nom de l'entreprise, parce qu'il y a une belle histoire derrière ça. Ah oui, je te l'ai raconté, mais c'est vraiment, ça va me toucher, je suis certaine, parce qu'à chaque fois que je le raconte, je viens émotive quand je vais le raconter. Alors, en gros, quand j'ai décidé de partir l'entreprise, je vais le nommer comme ça, moi, j'ai une personne dans ma vie qui m'a beaucoup marquée, c'était ma grand-mère maternelle. Elle s'appelle Madeleine. Je vais juste te dire son nom, puis je le sens dans le trémolo dans ma voix. C'est correct. C'est ça. Fait que ma grand-maman Mado, que j'appelais comme ça, a été une figure super marquante pour moi tout au long de ma vie. Et puis, j'allais la voir régulièrement. Puis, dans ma vie, j'ai habité à Ottawa pendant quelques années. Ma grand-maman demeurait à Châteauguay, donc la distance était quand même assez grande. Et puis, je ne pouvais pas la voir aussi souvent que j'aurais aimé. Bon, j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et puis donc, elle me disait, quand tu vois un cardinal, Isabelle, dis-toi que je pense à toi. Et puis donc, fais comme si j'étais là. Alors, chaque fois que j'ai vu un cardinal dans ma vie, je pensais à ma grand-maman, puis je me disais, je suis en train de lui parler, puis il y en a qui ont des amis imaginaires. Moi, j'avais des cardinaux imaginaires à peu près partout au Québec, puis partout où j'allais. Et puis donc, c'est ça a commencé comme ça. Puis donc, quand j'ai voulu faire mon entreprise, je voulais appeler ça au début Cardinal Conseil. Puis là, mes parents m'ont dit, un peu poche, c'est le nom de quelqu'un d'autre. Personne, oui, mais grand-maman, ça va être un leg à ma grand-mère, puis tout ça. Fait que là, ça a quand même resté dans ma tête que je me disais, bon, c'est peut-être vrai que ça a moins rapport cardinal, conseil, puis comment ils vont savoir que je fais de la gouvernance, de la stratégie, de l'innovation. Alors, c'est ça. Un dimanche matin, 4h30. Moi, je suis matinale, là, je suis matinale, c'est normal que je me réveille à cette heure-là. Et là, ça me vient, là, puis là, je me dis, oh my God, Point Cardinal. C'est exactement ça, c'est la boussole, c'est l'orientation, c'est exactement ce qu'on a de besoin pour ce que je fais. Puis j'en parle, là, j'ai encore des frissons parce que je me dis, j'ai trouvé ce nom-là. Puis là, vous pouvez vous imaginer, là, je vais sur GoDaddy, puis là, je tape, est-ce que quelqu'un s'appelle Point Cardinal au Québec? Je peux-tu acheter ça, ce site-là? Ça existe-tu? Je peux-tu avoir le nom de domaine? Puis là, c'est marqué genre 12,95 pour un an. Le Point Cardinal, je sors ma carte de crédit, j'achète à 4h30 le matin le Point Cardinal. Puis c'est comme ça que ça a commencé mon histoire avec Point Cardinal. Après avec 30 ans d'expérience dans la gestion, la gouvernance et tout ça, d'avoir fait des parcours, là, tu te dis, ça y est, je me lance. Oui. Puis je me suis pas lancée toute seule. J'ai décidé de me lancer avec ce collectif-là de femmes. Parce qu'on est beaucoup de femmes dans ce collectif-là. On a peu d'hommes, je les aime, puis je les veux aussi dans mon organisation, mais ça donne que là, on a beaucoup de femmes qui sont des femmes avec de l'expérience extraordinaire, tous des gens, des anciens, des PDG, des présidents de board, des femmes qui ont vraiment eu la chance de goûter à l'opération, qui ont vécu ce que c'est d'être en entreprise. Puis là, on est au service de d'autres gens qui font ça dans la vie. Fait qu'on a une expérience terrain extraordinaire, puis ça nous permet vraiment de faire bouger l'aiguille auprès de nos gens, puis cette crédibilité-là, puis cette expertise-là qu'on amène. Bouger l'aiguille, Point Cardinal, ça dit, en plus, je suis pas un marketeur dans la vie, là, mais ça marche, t'as raison. Ben oui. OK, fait que là, tu as bâti cette équipe-là. Puis là, dans le fond, moi, je vais revenir un peu sur ton parcours parce que l'innovation au Québec, mettons, on prend l'innovation au sens large. Qu'est-ce que tu as découvert, tu sais, quand tu as commencé à mettre le nez là-dedans? Parce qu'on va parler de la gouvernance, mais tu sais, juste, tu sais, innovation au sens large. Là, tantôt, tu as dit rapidement connecter les chercheurs avec les organisations. Moi, j'en vois des PME, puis ils trouvent ça difficile. Ils n'ont pas nécessairement les moyens. Ils savent que c'est important. Ils ne savent pas comment. Alors, tu sais, c'est quoi l'histoire derrière l'innovation dans les entreprises, dans les PME? J'ai eu la chance de faire une tournée du Québec. Fait que je suis allée rencontrer là, à peu près 250 entrepreneurs à travers le Québec. Puis j'en ai profité pour rencontrer nos centres de recherche, les centres collégiaux de transfert de technologie, les universités pendant cette tournée-là que j'ai faite à travers le Québec. Puis c'est comme si c'est deux langages différents. C'est comme si les entrepreneurs parlent le langage A,
Puis les chercheurs parlent un langage B. C'est un peu comme quand on essaie de lire les textos de nos jeunes. Là, des fois, on ne comprend pas tout ce qui est marqué. Oui. Bien, c'est comme si ce vocabulaire-là, parfois, n'est pas nécessairement bien compris. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle c'est pas facile de les mettre ensemble puis de comprendre exactement ce qui se passe. Puis, quand on parle avec nos chercheurs, bien, l'innovation, ça a vraiment, il y a des mécanismes, il y a 4 types d'innovation, puis il y a des expertises qui sont développées. Puis nos entrepreneurs, eux, souvent, bien, pour les PME, je vais parler plutôt parce que les grandes entreprises ont souvent des VP innovation, puis c'est plus structuré. Mais parlons des plus petites organisations qui sont le tissu du Québec. Là. Bien, il y en a plusieurs qui ont moins de 100 employés. Là. La majorité, 98 des PME au Québec, bien, ils ont moins de 100 employés. Alors, cette masse-là, ils n'ont souvent pas une personne dédiée à l'innovation. Ils ont souvent des gens qui vont travailler, qui vont avoir des bonnes idées, qui vont être en mode créativité. Mais l'innovation, c'est un muscle qui se développe. Puis on peut faire beaucoup d'erreurs avant d'avoir des vrais résultats. Alors, pour certains, bien, c'est pas un muscle, c'est facile à développer, surtout qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, on a des carnets de commandes qui sont pleins, on a de la difficulté à avoir de l'approvisionnement. Alors, bien, les propriétaires d'entreprise ou les présidents bien, se retrouvent à faire l'opération. Puis quand on parle d'innovation, ça veut dire aussi qu'on rêve à plus tard, on rêve à quelque chose qu'on va faire plus loin. Puis souvent, on manque de temps pour mettre vraiment le temps que ça prend pour innover parce qu'on ne pense pas à aller aussi loin. On ne pense pas à dans 5 ans, dans 10 ans. On voit l'arbre, on ne voit pas la forêt. Exact. Puis, tu sais, je peux faire un lien aussi entre la gouvernance et l'innovation, si tu me permets, juste 2 minutes, parce que moi, je vois que il y a vraiment là... c'est intimement lié. C'est intimement lié. D'ailleurs, on a fait chez Québec Innove un sondage auprès de... Faudrait pas que je me trompe de chiffre, là, mais en tout cas, mettons, je me rappelle pas combien d'entrepreneurs on a rencontrés, mais plusieurs centaines d'entrepreneurs dans le sondage qu'on a fait avec Léger. Puis en fait, ce que ce sondage démontrait, c'est que les entreprises qui ont un conseil d'administration puis qui ont une bonne gouvernance innovent 67 plus que les entreprises qui n'ont pas de conseil d'administration. C'est pas rien, là. Wow. C'est incroyable. Donc, quand on a un conseil d'administration puis qu'on a des gens qui nous aident à voir loin, bien, l'innovation vient dans les discussions parce que quand on a un conseil d'administration, le but d'un conseil d'administration, c'est d'aider à la pérennité des organisations. Et donc, il y a un lien immensément rapproché. Les entreprises qui ont un conseil d'administration innovent plus. Et donc, pour moi, ces liens-là, c'était quand j'ai vu ça dans les statistiques, je me disais, bien, c'est pour ça que j'aime tant ça, parce qu'on parle d'innovation au sein des différents conseils et les entreprises ont donc une obligation, ou en tout cas, ont donc un muscle à développer qu'ils veulent développer parce que leur conseil aussi leur propose et leur donne la possibilité d'innover, faire des erreurs, la gestion des risques, qui sont tous des thèmes qu'on va traiter dans les conseils. Fait que là, juste en termes de conseil d'administration, parce que, tu sais, t'es administratrice certifiée, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou, tu sais, agréée, ou je me rappelle plus du nom exact, mais bon. Alors, ça fait des années, ça fait quasiment 25 ans que tu sièges sur des conseils, tout ça. Mais là, quand je me reporte dans une PME, là, mais qu'il n'y a pas de conseil d'administration, souvent, on entend parler des comités consultatifs. C'est à partir de quand et quand qu'on crée ça, ce comité-là? Tu sais, je veux juste faire un petit détour, parce que souvent, c'est des questions que j'ai, puis j'ai pas... Tellement. Puis, tu sais, je fais de la formation, là, justement, en gouvernance, mais c'est tellement ça. Là, avec le Santec, entre autres, là, on donne de la formation en gouvernance aux startups, là, mais c'est tellement ces questions-là qu'on a. En gros, tu sais, on commence avec des mentors, des gens qui sont proches de nous puis qui nous aident dans notre entreprise quand on commence. Là. Ça fait que on a souvent ça, des liens plus intimes avec des gens avec qui on a confiance. Mais ça, c'est fait c'est comme des conversations individuelles. Le propriétaire de l'entreprise avec son mentor ou le président de l'entreprise avec son mentor, on commence comme ça. C'est une façon aussi d'échanger avec quelqu'un où on met aussi nos trips à la table. Mais il n'y a pas de... Quand on a un mentor, bien, il nous fait des suggestions. Au même titre que le comité consultatif auquel tu fais référence maintenant, bien, les comités consultatifs, ça le dit, ça donne des conseils. Alors, le propriétaire d'entreprise peut avoir un comité consultatif qui peut être composé de quelques personnes, 3 personnes, 5 personnes. Et on fait ça quand? Bien, on fait ça dès qu'on en sent le besoin. On le fait, moi, je pense plus tôt que tard parce que ça nous permet d'avoir des points d'ancrage dans notre année où on va parler de nos états financiers, on va parler de notre vision, on va parler de nos défis, puis on va parler des vraies affaires avec notre comité consultatif. On va pas là pour dire « Hey, tout va bien, puis voici ma feuille, c'est tout des A+. » Oui, c'est de se faire challenger. Et donc, quand tu es prête à te faire challenger, puis ça, je peux sourire aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas prêts non plus à se faire challenger. Alors, si tu veux te faire challenger puis que tu montes un comité consultatif composé de gens qui sont différents de toi, c'est pas des amis, c'est pas ton comptable, c'est pas ton beau-frère, c'est des gens auxquels tu n'as pas nécessairement accès, mais des gens que tu admires, des gens avec qui tu as le goût d'échanger sur ce que tu fais, bien là, ça vaut la peine de partir ton comité consultatif.
ton conseil d'administration... Et juste avant, quand on parle de comité consultatif, moi, souvent aussi, ce que je vois, c'est, mettons, quand moi, en stratégie, je vais définir, mettons, un but hautement audacieux et grandiose, puis qu'il y a peut-être une transformation ou un virage important, par exemple, en technologie, mais va chercher quelqu'un qui a déjà vécu ça dans ton comité consultatif. C'est pas d'aller chercher une gang d'amis. Ben non. C'est d'aller chercher des compétences que tu n'as pas, mais de par la niche ou l'alignement stratégique que tu vas aller voir, va chercher les meilleurs dans ce domaine-là, puis ils vont pouvoir t'amener, puis les autres, ils ont fait les essais-erreurs. Oui, ça c'est vrai. Puis je dirais un pas plus loin que ça, de dire, mettons que dans 5 ans, tu voudrais être comme, je sais pas, ton objectif dans 5 ans, c'est 100 millions de chiffre d'affaires de plus, mais va te chercher des gens que tu vas avoir sur ton conseil d'administration, pas pour tes besoins d'aujourd'hui. Va chercher des gens qui vont t'aider à atteindre l'objectif que tu as justement avec ton BIAG. Là. Va chercher des gens qui vont t'amener à te dépasser, qui l'ont peut-être vécu, ou bien qui sont les gens qui vont t'aider peut-être à ouvrir un nouveau marché. Si tu veux aller en Europe, bien, va te chercher quelqu'un qui l'a fait ou qui a les compétences pour pouvoir t'aider à te faire réfléchir. Donc oui, tout à fait. OK. Fait qu'il faut que l'entrepreneur soit prêt à se faire challenger puis qu'il a besoin. Puis souvent, c'est ça, tu sais, moi, je le réalise, quand il y a un bon plan stratégique, ils ont comme une clarté un petit peu de vers où ils s'en vont, là, de dire, ben garde, je veux juste être sûre d'être sur la bonne, d'avoir un bon point cardinal de référence, faire un lien, là. Oui. C'est ça. Et là, un conseil d'administration, là, explique la mécanique, là, tu sais, parce que ça, c'est un autre step, là. C'est un autre step. Ça arrive souvent quand tu as des investisseurs. OK. Tu sais, tu as la BDC ou tu as Investissement Québec qui va embarquer, bien, eux veulent aussi savoir puis veulent influencer les décisions. Un comité consultatif, c'est encore en mode conseil. Et donc, les conseils qu'ils te donnent, bien, tu n'es pas obligé de les faire. Tu sais, tu demeures président de ton entreprise puis tu as des conseils qui t'ont donné. Quand tu as un conseil d'administration, tu demeures encore propriétaire de ton entreprise, mais les décisions qui sont prises sur ton conseil d'administration, bien, tu dois les faire. Tu vas les faire en apportant là, tes idées, tu vas apporter ton comité de direction va sûrement t'apporter des discussions, va apporter des sujets sur lesquels vous allez traiter sur votre conseil d'administration. Mais le conseil d'administration, ben ça le dit, ça va prendre des décisions. Et donc, les décisions qui sont prises au conseil d'administration, ben elles sont effectives. Là, ça fait partie, là, il y aura un procès verbal, on va prendre en compte différents éléments vous allez déterminer l'ordre du jour, vous allez travailler ensemble pour mettre en place là, les différents mécanismes justement de suivi. On parle de gestion de risque, on parle on parle d'innovation aussi qu'on pourrait mettre à l'ordre du jour de notre conseil d'administration. Donc, il y a des éléments de vision, donc de création de valeur qu'on va parler au conseil d'administration qui est un peu le futur, mais on va aussi parler des éléments, par exemple, historiques, par exemple, les états financiers, la gestion des risques, et des éléments qui sont passés et donc que tu vas pouvoir rendre compte. Là, il y a une partie de reddition de compte là, qui va se faire au conseil d'administration. Et donc, le conseil va vouloir voir comment est-ce que les actions que tu poses comme équipe de direction sont en ligne avec la planification stratégique avec laquelle tu fais très bien avancer les organisations. Oui, je comprends. Puis c'est ça. Puis les conseils d'administration, 67 %, j'aurais jamais pensé ça. C'est fou, hein? Mais en fait, mettons que tu l'interprètes pour une petite entreprise qui n'a pas nécessairement de conseil, ça fait juste renforcer le besoin d'être entouré de gens qui te challengent et qui ont déjà vu, qui sont déjà 3 pas d'avance sur où tu vas aller, puis qui t'amènent là, tu sais. Oui, puis tu touches un point, là, des gens différents. Moi, je pousse beaucoup au niveau de la diversité d'expertise, diversité de genre, diversité entrepreneuriale, diversité de toutes sortes sur ton conseil d'administration qui te permettent aussi de t'entourer de gens qui ne pensent pas de la même façon que toi. Donc, c'est pas nécessairement optimal d'avoir juste des gens pareils que toi, parce que ça ne te permet pas de pouvoir justement faire ce que tu dis, d'aller plus loin puis de voir autrement. Oui, c'est ça. OK. Alors là, toi, présentement, tu sièges sur combien de conseils? Là? Présentement, je suis sur 4 conseils d'administration. 4 conseils d'administration. Oui, puis je préside souvent les comités de gouvernance parce que ça, c'est ce que j'aime vraiment. Là. OK, puis c'est quoi un comité de gouvernance pour que le commun des mortels comprenne? Un comité de gouvernance, c'est un comité du conseil. Donc, on va traiter des enjeux, entre autres, des règlements généraux. On va traiter du processus d'élection au conseil d'administration. On va parler, qui sont les bons joueurs aussi à avoir à l'entour de la table. Tantôt, on parlait de ça. Dire, c'est quoi les qualités requises
des gens qu'on voudrait avoir sur notre conseil d'administration. Donc, on peut faire l'évaluation du conseil d'administration. Donc, c'est ça qu'on fait dans le comité gouvernance. On parle de gestion des risques. Donc, il y a des liens particuliers. Habituellement, un conseil d'administration a un comité gouvernance, un comité d'audit ou un comité finance, puis il y a souvent un comité ressources humaines. Alors, ça, c'est les comités du conseil. Puis, il faut aussi savoir qu'un comité du conseil, c'est pas un comité qui est décisionnel. Un comité, c'est comme plus un comité de travail sur des points particuliers. Puis, on rend compte au conseil d'administration des travaux qui ont été faits au comité, puis le conseil d'administration va donc ensuite de ça entériner certaines des décisions, entre autres, par exemple, la grille de compétences ou l'évaluation du conseil. OK. Fait qu'on voit que tu connais ça, là, tu sais, ça roule. Ton affaire, là, tu nous déballes ça, là, ouais, là, tu sais, fait que là, moi, je compute, là. Parfait, je vais peut-être trop vite, mais tu me dis, hey, non, je comprends rien. Non, je comprends. Non, mais c'est intéressant de le voir, c'est ça, de le voir d'un point de vue, parce que, tu sais, je sais que dans notre auditoire, on a beaucoup quand même de petites, moyennes entreprises, puis, tu sais, c'est toujours de comprendre ça. Mais qui débute, si j'avais un conseil à leur dire, là, entourez-vous de gens, exactement comme tu as dit ça, puis d'avoir un comité consultatif, là. Moi, j'en ai un pour mon entreprise, là, même si je suis toute jeune. J'ai pas beaucoup de gens sur mon comité consultatif encore, mais je le sais que je les rencontre à telle période. Puis là, ça me permet de faire un temps d'arrêt parce que la vie va vite. Tu sais, on est dans nos choses à tous les jours. On a des clients avec lesquels on parle. On veut motiver notre équipe. Mais quand on a ces rencontres-là, ça fait un point. On peut parler de nos états financiers. On peut parler de est-ce que ça va bien? Est-ce que j'ai une diversité au niveau des clients que j'ai? Est-ce que quel genre de client je veux avoir? Est-ce que j'ai une offre qui est trop large? Est-ce que j'ai une offre qui est trop spécifique? Bien ça, la personne ou les personnes qui sont sur ton comité consultatif sont là pour te voir grandir, sont là pour ta pérennité d'organisation. Puis quand tu es assez ouvert pour pouvoir dire les vraies affaires, j'ai des craintes, je suis pas certaine de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que les décisions que je prends, ça fait du sens? C'est un réseau aussi de plus que tu vas chercher. Fait que ces gens-là, comme ils veulent que tu réussisses, bien, ils t'amènent aussi des clients parce qu'ils savent ce que tu fais, ils connaissent aussi les compétences que tu apportes. C'est aussi d'autres gens qui peuvent t'aider dans leur réseau à faire connaître ton organisation. Puis ça amène aussi de la crédibilité. Tu sais, on parle souvent de sponsorship. Bien, quand tu as un conseil d'administration, c'est aussi des ambassadeurs de ton organisation, de ton entreprise, mais c'est la même chose au niveau des comités consultatifs. La même chose. Puis c'est quoi les fréquences à peu près? Bien, ça dépend. Moi, je te dirais que, tu sais, je parle, mettons, aux PME qui nous écoutent, là, je pense que si vous vous rencontrez 3-4 fois par année, c'est un bon rythme. Il ne faut pas que ça devienne non plus trop prenant pour que tu passes tout ton temps en train de préparer tes rencontres de ton comité consultatif, mais assez fréquent pour que toi, tu puisses avoir est-ce que tu t'es amélioré sur certaines choses? Est-ce que pas faire laisser traîner les choses trop longtemps? Alors moi, je pense que ça, c'est bon. Puis pas avoir trop de gens non plus sur ton comité consultatif. D'avoir des gens qui amènent leur contribution stratégique unique. Ça, c'est toi qui m'as montré ça dans un des bootcamps que j'ai fait avec toi. Mais quand tu es capable d'identifier chaque personne sur ton conseil d'administration, sur ton comité consultatif, qu'est-ce qu'ils apportent de particulier pour te faire grandir, puis qu'ils connaissent eux aussi la valeur, pourquoi eux, ils sont là, bien, ça nous amène à avoir des discussions hyper intéressantes, franches, puis qui te poussent à voir plus loin. Puis c'est ça, je pense aussi, puis moi, je le vois, mes clients qui ont des comités consultatifs, cette semaine, là, tu sais, j'étais avec une cliente, là, puis elle a dit, bien là, le comité consultatif m'a dit que je connaissais pas bien ma compétition. Puis là, je dis, OK, bien, regarde, on a fait un exercice, on a fait le market map. Fait que là, on l'a remis. Fait que tu t'assures juste de toujours être au-devant puis prévenir les coûts au lieu d'être en mode réactif. Ça accélère aussi ton processus décisionnel. Tellement, puis tu sais, il ne faut pas voir ça comme un contre l'autre. Ils sont là pour les mêmes raisons. Puis j'ai déjà vu, moi, parce que j'en suis des clients aussi qui ont des comités consultatifs. Puis des fois, le président de l'entreprise, des fois, il peut un peu frustré, dire, bien là, Colin, tu sais, on m'empêche d'avancer, tu sais, mais peut-être qu'il y a une bonne raison. Peut-être que ton projet n'était pas assez ficelé. Peut-être que si les questions ont été posées, c'était peut-être clair dans ta tête, mais peut-être que c'est pas clair pour les gens avec qui tu parles. Peut-être que tu avais des angles morts puis tu les as pas vus, puis ces gens-là te permettent peut-être d'éviter des erreurs fâcheuses. Et puis peut-être que tu vas juste leur retarder d'un mois ou deux ton projet, peut-être qu'il va être plus fort. Alors, il ne faut pas voir ça comme en contradiction, il faut vraiment voir ça comme étant, il y a des briques ici, là, mais c'est ça, des briques qui montent une par-dessus l'autre, puis ça permet de faire la base, ça solidifie la prise de décision. Donc, un élément clé, c'est d'avoir confiance aussi. Tu sais, l'étape 1, là, tu sais, fait que la confiance doit être là. Pour s'entourer. Fait que là, on a parlé un peu de
bien, de gouvernance, des comités, tout ça. Fait que ça, je pense que ça peut donner des belles pépites d'or à nos entrepreneurs de réfléchir à ça. Es-tu plus à l'étape, puis j'aime bien la façon dont tu l'amènes, es-tu à l'étape mentor où tu as besoin peut-être de 3-4 personnes, puis tu te commets à chaque trimestre à les rencontrer, puis à te dévoiler, à te déshabiller complètement, puis dire voici où j'en suis, challengez-moi, là, tu sais. Exact. Fait que ça, je le vois, c'est tellement bénéfique. Et plus tard, tu peux avoir le fameux conseil d'administration où là, c'est un autre game encore là pour les bonnes raisons. Tu veux quelque chose à dire? Oui, vas-y. Quand tu me parles du comité consultatif, la grande différence entre les mentors et le comité consultatif, c'est parce qu'ils sont plusieurs. Et comme ils sont plusieurs, entre eux aussi, ils peuvent faire avancer des idées que tu vois peut-être pas juste quand tu es avec une personne, le mentor. Fait que si tu as plusieurs mentors, par exemple, qui sont alentour de toi ou qui devient ton comité consultatif, si tu veux. C'est la force du collectif. C'est la force du collectif. Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai basé aussi Point Cardinal. C'était avec cette force-là d'avoir des gens, un collectif de gens avec des expériences différentes qui rendent aussi ça plus fort puis qui permettent vraiment de nous faire avancer. Fait que là, on a parlé du volet gouvernance. Oui. Là, j'aimerais ça qu'on revienne dans le volet innovation. Oui. Parce que là, tu as parlé des chercheurs, puis qu'il y avait comme une genre de dichotomie, là, tu sais, la vision des chercheurs, version des... Moi, je le vois, là, tu l'as très bien décrit, les entreprises au Québec, ils ont comme même pas le temps de penser à innover, mais c'est une entreprise qui n'innove pas, meurt. That's it. Fait que là, on a démystifié l'importance de la gouvernance puis de bien s'entourer, mais comment on peut aider les entrepreneurs à avoir ce muscle-là à développer l'innovation chez eux? Parlons-en d'innovation, puis trouvons des entrepreneurs qui ont innové puis qui sont capables d'en parler à d'autres entrepreneurs. Je pense que ça parle... Un entrepreneur qui entend un autre entrepreneur parler que ça a fonctionné pour lui, puis pourquoi l'innovation a été déterminant dans sa façon de faire peu importe là, que ce soit des produits, des procédés, bien, je pense que ça résonne chez un entrepreneur. Oui. Parce que c'est un semblable qui lui parle, c'est quelqu'un qui a mis ses tripes, qui a mis sa maison, qui a hypothéqué, il a vécu les mêmes problématiques. Et puis des fois, bien, on le voit pas. Donc, moi, je pense que cette collaboration-là entre entrepreneurs et entrepreneurs qui parlent d'innovation, ça fait du sens. OK. Mais pareil, là, tu sais, comme tu dis, la majorité des entreprises, on n'auront pas nécessairement un VP innovation. Par où qu'on commence? Tu sais, c'est quoi les ressources? De le démystifier, c'est déjà bon. D'en parler, c'est extraordinaire. Il y a de plus en plus d'articles. Je ne sais pas si vous lisez la presse. Je ne sais pas si c'est parce que moi, je le vois plus, parce que j'étais là-dedans, puis j'ai lu, puis je me dis, oh my God! Effectivement, on parle un peu plus. On parle d'innovation. Mais il y a le Conseil de l'innovation du Québec. Il y a aussi des experts en innovation qui peuvent aussi les accompagner, qui peuvent les aider. Le gouvernement a mis en place plein de mécanismes là, pour pouvoir aider les entrepreneurs. Ce qu'il s'agit de faire aussi pour les entrepreneurs, c'est de ne pas penser que c'est si compliqué. C'est pas si compliqué que ça. On pense que c'est une grosse montagne, on pense que c'est complexe. Puis oui, il y a eu des histoires plus difficiles ou plus complexes qui se sont passées, mais c'est pas la majorité. Donc moi, je dirais, allez à la rencontre de gens qui peuvent vous aider. Puis si vous innovez pas, bien, posez-vous la question, bien, si vous innovez pas, est-ce que votre compétition, elle, innove? Bien, si la réponse à ça, c'est oui, bien, tu le disais tantôt, là, vous allez pas avoir de... Vous allez pas... T'assures pas la pérennité de la business, là, quand t'assures pas la pérennité de la business. Puis souvent, j'en ai rencontré des entrepreneurs qui me disaient, ben moi, j'ai pas besoin d'innover, ça va bien, mon affaire. Mais on peut pas pousser l'innovation, mais la beauté là-dedans, c'est qu'on est en mode relève d'entreprise. On le sait, là, il y a plusieurs entrepreneurs qui, maintenant, cèdent leur entreprise. On en voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a plein de mécanismes fiscaux là, qu'on voit qui se mettent en place pour aider les entrepreneurs à pouvoir faire de la relève, soit à l'interne ou ou à l'externe. Mais quand on a des nouvelles personnes qui arrivent en place, bien, peut-être que la nouvelle génération est aussi peut-être plus habile à pouvoir parler de gestion de changement, à parler d'innovation, de créativité. Et je pense qu'on est en bonne position pour pouvoir parler davantage d'innovation. Parce que c'est vrai que ça prend le courage aussi d'innover. Ça prend le courage de se reposer des questions. Est-ce que je vais continuer à faire la même chose pendant les 30 prochaines années? Ou moi, je me vois comme étant un acteur de changement, un acteur où mon entreprise, je vais la rendre encore plus grande, plus pérenne, avec une meilleure croissance. Je pense que ça fait aussi partie là, de la base, de la raison pour laquelle certains entrepreneurs n'innovent pas. Ils restent
là où ils sont aujourd'hui, ils se contentent, je ne sais pas s'ils se contentent ou ils se complaisent. Puis peut-être pour certains, ben ça va OK parce que les carnets de commandes sont pleins puis ils ne se posent pas 22 000 questions. Ouais, je pense que c'est un défi de tous les instants, mais c'est un défi qu'il faut percer. Ou souvent, tu sais, moi, j'ai pas tes connaissances en termes d'innovation, mais ce que je vois dans une réflexion stratégique, c'est quand tu comprends bien l'évolution de ton industrie et les tendances de ton marché, dans le marché, puis que tu fais une corrélation avec tes compétences fondamentales, c'est là que tu dis, ben moi, j'avais une compétence de proximité client. Par exemple, ben, aujourd'hui, ta proximité client, comment tu vas innover pour la faire dans un monde virtuel? Tu sais, c'est quand tu dis des fois, c'est comme si des fois on cherchait tu sais, on cherchait le Apple, le Amazon, puis tu sais, on n'est pas tous des Elon Musk, là, tu sais, mais comment dans mon environnement je peux me servir, puis ça peut être l'innovation du service, même si tu es dans un produit manufacturier très traditionnel, tu sais, c'est pas relié des fois nécessairement au produit comme tel. C'est pas juste de la technologie non plus, de l'innovation. Tu sais, on parle beaucoup d'innovation sociale, l'innovation aussi de procédés. Donc, est-ce que je fais des choses différemment? C'est pas juste au niveau des produits, c'est pas juste de la numérisation, bien sûr qu'on veut parler de numérisation, bien sûr qu'on veut parler de technologie, mais l'innovation, ça peut se faire au quotidien dans toutes sortes d'entreprises, effectivement, au niveau du service. Quand Airbnb est arrivé, ça n'a pas été juste numérique, c'était toute une façon dont on a transformé l'industrie de l'hôtel. Alors, comment est-ce que cette transformation-là a eu un impact sur plein de gens? Mais comment toi, il faut pas que je pense qu'on ne peut pas juste être spectateur de notre industrie, on ne peut pas juste être spectateur de ce qui se passe. Il faut être participant, il faut faire partie de ceux qui vont faire une différence puis qui vont trouver des solutions pour amener la prochaine façon de faire ou la prochaine situation, mais c'est pas obligé d'être transformationnel. Tu sais, ça peut être aussi juste incrémental. Tu sais, tu parlais d'iPhone, là, ben entre le iPhone 10 et le iPhone 11, il y a eu des innovations pareilles. Oui. C'est pas comme quand l'iPhone est arrivé, mais il y a de l'innovation, la même chose. Alors, moi, je pense qu'il faut pas être gêné de parler d'innovation, puis peut-être qu'on sait pas ce que c'est l'innovation non plus. Tu sais, c'est un mot qui est assez galvaudé. On parle d'innovation à plein de sauces, oui, mais je pense qu'il y a plein d'entreprises qui s'en rendent même pas compte qu'ils innovent. Ils ont juste ce muscle-là de ne pas rester sur leur laurier puis qui font des choses différentes. Puis comment tu la définirais, justement, l'innovation? Bien, l'innovation, en fait, je vais poser la question, pourquoi on innove? On innove parce qu'on a soit une opportunité ou bien on a une menace. C'est pour ça qu'on innove. Oui. Hein? Bon, alors, une fois que tu sais ça, bien, est-ce que ça t'arrive dans ton entreprise d'avoir des menaces ou des opportunités? Puis ensuite de ça, bien, tu as juste à te poser la question, qu'est-ce que je fais quand j'ai une opportunité? Puis qu'est-ce que je fais quand j'ai une menace? Tu sais, la COVID a été une super menace pour beaucoup d'entreprises, mais a été aussi une opportunité pour plein d'entreprises. Tu sais, au début de la COVID, là, moi, j'ai vu des entreprises qui se parlaient pas en tout, qui se sont mis à se parler, là. Ils faisaient des jeans, puis ils se sont mis à faire des masques. Bon, ben, c'est pas la même industrie, c'est pas la même affaire, mais ils ont partagé leur réseau, ils ont partagé leur façon de faire, les industries. Il y a eu une collectivité de gens qui se sont mis ensemble. Ben, ces rencontres-là improbables ont donné quand même des résultats pas mal extraordinaires. Oui, exactement. Fait qu'il ne faut pas chercher aux quatre coins du monde, puis tout ça. Puis qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, souvent, quand je travaille avec des plus petites PME, je les invite à faire un comité innovation. Donc, prendre les gens les plus créatifs dans l'organisation pour être capable au moins de répertorier toutes ces bonnes idées-là, des prioriser. C'est-tu des bonnes pratiques? Y a-tu des meilleures pratiques qu'on pourrait recommander? Bien, je pense que c'est déjà une bonne étape de faire ça, tu sais, de faire des cellules d'innovation, d'avoir un comité innovation. Ça peut s'appeler toutes sortes de choses. On parle aussi beaucoup de co-création. Puis quand on met des gens dans des modes, mettons, ouverts, bien, on réussit à penser autrement. Puis je pense que c'est un peu ça, ce muscle-là que tu peux commencer à développer. Est-ce que tu l'appelles l'innovation? Est-ce que ça peut faire peur? Je sais pas. Moi, je pense qu'au contraire, ça devrait être valorisé puis mis de l'avant, puis qu'on célèbre ces coups-là. Puis on devrait aussi célébrer nos erreurs. Tu sais, moi, je suis beaucoup de la culture de dire, ben oui, focusons sur ce qu'on peut faire de mieux, mais aussi, si on fait des erreurs, là, ben c'est-tu la fin du monde? Mais qu'on regarde ça, puis je me rappellerai tout le temps, j'avais rencontré une entrepreneur, puis une belle rousse, là, puis elle avait de la fougue, puis elle me disait, ben moi, j'innove depuis des années, puis une innovation que j'avais faite 7 ans auparavant, bien, ça marchait pas, ça n'a pas marché, puis j'avais mis tellement de temps, tellement d'argent dans ce projet-là, j'ai été découragée, puis ça y a pris du temps avant de recommencer sa prochaine innovation. 7 ans plus tard, l'innovation qu'elle avait travaillée auparavant, bien là, c'était le bon moment, le timing était là, le financement était disponible. Il ne faut juste pas
les laisser puis les jeter, nos innovations passées ou nos erreurs passées. Apprenons, gardons-le. Est-ce qu'on a un cartable de nos erreurs? Est-ce qu'on a un cartable des innovations qui ont moins bien réussi? Bien, il ne faut pas les jeter. Il faut juste apprendre puis voir, bien, est-ce que le timing peut être bon plus tard pour des choses qu'on a faites peut-être avant? C'est ça. Puis c'est qu'il n'y a pas de recette, hein? Si ça serait facile, tout le monde la ferait, là. Mais la recette du gâteau va être bien différente pour chaque organisation, là. T'sais. Exact. Puis je pense que d'en parler d'innovation, puis de le mettre à l'ordre du jour, soit sur les conseils d'administration, sur ton comité de direction, d'avoir un comité, je pense que c'est sain. Puis, tu sais, au même titre qu'on parle de marketing, de ressources humaines, de finances, bien, pourquoi on ne parle pas d'innovation? Oui. Ah, mais moi, c'est un devoir que je me fais sur les boards sur lesquels je suis. Je pense que c'est important qu'on parle d'innovation. C'est important qu'on parle d'innovation dans mes offres de services, j'en parle. Qu'est-ce qu'on fait pour aider les entreprises aussi à mettre ça dans leur agenda ou en tout cas en perspective? Comme tu dis, c'est un muscle, il faut le développer. Il faut le développer, puis c'est essentiel pour la pérennité des organisations. Parce que oui. Oui. Fait que là, gouvernance, innovation. Mm-hmm. Puis là, tu as un troisième volet dans le point cardinal qui est la stratégie. Fait que comment tu intègres tout ça, là? Bien, en fait, moi, je pense que c'est la beauté. C'est les entreprises qui sont prêtes à parler de tout ça pas mal de façon simultanée, mais ont réussi à faire des avancées. Puis c'est pas, tu sais, c'est pas une switch on-off, la gouvernance. C'est la même chose que l'innovation. C'est pas on en fait, on n'en fait pas, on en fait, on n'en fait pas. Quand tu commences à faire quelque chose, j'imagine que c'est comme quand on fait du jogging ou peu importe, bien, on devient meilleur avec le temps. Puis quand on réussit à parler de gouvernance, de stratégie puis d'innovation dans les planifications stratégiques ou bien dans un audit de gouvernance, bien, ça nous permet vraiment de monter une structure ou de travailler avec l'organisation pour leur donner tous les outils dont ils ont besoin pour le futur. Pour le futur, exact. Et c'est là que Point Cardinal est né. Et quel genre de mandat, concrètement? Tu peux-tu me donner des exemples? Tu n'arrêtes pas de me dire que tu as j'ai des super beaux clients, je suis contente. Je suis tellement contente. En fait, on a des clients dans toutes sortes de secteurs d'activité. Okay. Ça, pour moi, c'est super intéressant. On a surtout des clients dans les OBNL, on a des clients dans des organisations, des grandes associations, des fédérations. Puis en fait, ça vient surtout quand le conseil d'administration se rend compte bien, que soit que ça fonctionne moins bien, ou il y a un nouveau DG, un nouveau président de conseil, puis là, ils se disent, bien, on veut redonner du renouveau à notre conseil d'administration, on veut alléger, on trouve que la structure qu'on a présentement ne répond pas à là où je veux être plus tard, ça nous empêche d'avancer, on ne peut pas prendre les bonnes décisions parce qu'on ne soit pas les bonnes personnes, ou bien la structure en place, les règlements généraux actuels nous aident pas à vouloir être agile, par exemple, bien, c'est là qu'on vient en place. Puis la même chose au niveau de la stratégie d'organisation, bien, ils veulent revoir, ils veulent faire un ajustement, ils veulent se projeter dans l'avenir. Donc, c'est là où on intervient. Puis là, tu as une équipe multidisciplinaire. Oui! Ça, c'est le fun. Ouais. Tu sais, en un an, tu es rendu, comme je pense, 13 membres d'équipe. Oui. Je suis pas mal excitée parce que j'ai des gens que j'aime. Ils m'inspirent au quotidien. C'est des gens qui me permettent d'être meilleure, qui nous amènent, quand on a des discussions, là, tu sais, toutes sortes de gens de différents horizons, partout au Québec, là, on n'est pas tous à Montréal, j'en ai à Sherbrooke, à Québec, dans le bas du fleuve, il y a du monde partout. Et puis, bien, quand on parle d'un sujet où on a une problématique, par exemple, avec une entreprise ou une organisation, et je me dis, le quotient intellectuel au pied carré ici, là, c'est incroyable. Puis c'est super stimulant pour nous de se faire challenger avec d'autres gens qui ont vécu d'autres choses, tous des gens terrain, mais ça apporte une richesse là, dans nos discussions, dans nos échanges. C'est ça. Fait que je me sens hyper choyée. On a fait une rencontre à Noël là, juste avant qu'on soit confinés, déconfinés. Puis on se regardait, puis on se disait, « My God, on a du fun à travailler ensemble. On est-tu privilégiés de faire ce qu'on aime avec des gens qu'on aime, des clients qui ont le goût de grandir. » Tu sais, on est dans une business, quand ils viennent nous voir, là, c'est parce qu'ils ont le goût de faire avancer des choses. Mais ça, là, d'être avec des gens qui ont aussi l'esprit créatif, l'esprit innovant, l'esprit de vouloir être dans l'action, ça ne peut pas faire autrement que nous mettre dans l'action. Puis moi, je pense que c'est ça qui m'anime à tous les jours. C'est les gens avec lesquels je travaille, les clients intéressants. Bien, puis surtout après 30 ans, quand tu pars en affaires, tu veux le faire pour les bonnes raisons, pour avoir du fun. Exact. Tu veux pas, comme tu disais, on ne veut pas s'en aller là 7 jours. Mais mais la qualité, en fait, ce qui revient tout le temps, là, puis là, toi, tu es dans l'hyper-croissance de ton entreprise. Puis tu sais, c'était pas nécessairement ça que tu visais, mais de le faire de la bonne façon, avec les bonnes personnes qui vivent les bonnes valeurs, qui ont ton ADN, qui sont tous des experts dans leur domaine, fait en sorte
sorte que tu as plus d'impact. Puis c'est ça que j'aimerais démystifier. Souvent, tu sais, j'étais dans un groupe d'entrepreneurs cette semaine, puis là, ils m'ont vu arriver, puis j'avais comme le mot hyper-croissance, c'est capitaliste, je brûle la planète, là, tu sais. Puis des fois, j'ai souvent ce commentaire-là, tu sais, puis je me dis, non, les gens que je reçois ici, ce sont juste des gens qui veulent maximiser le plein potentiel avec des gens qui en ont envie, des ambitieux de la vie, Exact. des entrepreneurs ambitieux qui ont le goût de changer des choses, puis nous, ce qu'on aime faire, c'est je peux-tu venir t'aider à maximiser ce plein potentiel-là avec mes connaissances que j'ai bâties à travers les X nombre de dernières années, puis je vais juste t'aider, puis on va le travailler ensemble, puis c'est comme wow, là. Vraiment, tu sais, puis on se rend pas compte non plus des moments magiques que ça crée. Puis moi, j'aime ça prendre une photo dans ma tête de me dire incroyable. Tu sais, moi, ma paye, c'est pas le chèque que je reçois, c'est le client qui me dit « Hey, si vous n'aviez pas été là, on n'aurait pas trouvé ces idées-là, ou on ne serait pas allé jusque-là. » Puis quand tu parles des valeurs, là, tu sais, on n'a pas peur de dire les vraies affaires. Es-tu sûr? Tu sais, j'en ai qui viennent, je vais faire une planification stratégique en 1 mois et demi, là, on a 6 semaines, go, on veut faire ça. Bien, moi, je pense que ça prend plus de temps que ça. Puis je pense que ça prend le temps de l'absorber, de le grandir, de te l'approprier. Oui. Puis on dit les vraies affaires, puis il y a des vraies affaires aussi qui sortent, puis des fois, on ne veut pas entendre les vraies choses. Alors, ben quand on prend un moment puis qu'on dit, bon, on a rencontré tant de personnes, voici les grands éléments, voici nos recommandations, voici ce qui ressort, ça fait réfléchir les gens aussi. Puis quand on réfléchit avec eux, puis qu'ils ne prennent pas comme étant une menace, puis qu'ils ne prennent pas ça comme étant personnel, mais qu'ils voient ça pour grandir, puis qu'ils soient en hyper-croissance, pas juste en dollars, mais c'est peut-être des meilleurs employés, c'est peut-être d'autres marchés, c'est peut-être... peu importe ce que l'entreprise... Avoir un impact plus grand que eux, tu sais. Ça peut être un impact environnemental, ça peut être un impact social. Bien sûr que ça peut être un impact financier aussi, mais c'est pas ça qui est recherché à la base souvent. Les gens veulent aussi laisser une empreinte. Ils veulent laisser leur marque. Les entrepreneurs que je rencontre, ils veulent pas juste faire ça. Tu sais, moi, j'ai un entrepreneur avec qui je parlais juste hier, il me disait, bien, il y a pas très longtemps, on était 12, puis là, 7 ans plus tard, on est rendu 55. Il m'a jamais parlé du nombre de dollars, là. Il m'a parlé comment il est fier des employés, comment il est fier que, oui, on a de la pénurie de main-d'œuvre, mais les gens, ils ont beaucoup d'ancienneté, qui nourrit des familles, qui fait le party de Noël de façon différente, qui contribue à la collectivité, à la société. Ben moi, là, c'est ça que j'ai voulu faire. Dans mon quotidien, avec mon monde, je veux changer le Québec au petit peu qu'on fait, un petit peu à la fois. Puis moi, je pense que c'est ça. Puis on peut pas garder ces compétences-là cachées. Il faut les exposer, il faut les éclater pour que d'autres puissent aussi en bénéficier. Puis moi, je pense que c'est ça. J'en ai des frissons. Parce que c'est tellement inspirant ce que tu dis là. Puis moi, j'ai exactement la même raison d'être que toi, c'est de dire, mais toujours de le faire à notre façon. C'est-à-dire que moi, je le fais, tu sais, la façon Cléo, c'est pas d'avoir 48 consultants, mais c'est d'avoir une place où on a des podcasts, avoir traduction de livres pour rendre accessibles les bons concepts à des entrepreneurs. Mais c'est tellement important de trouver sa voie, puis l'hypercroissance, en fait, la vraie définition de l'hypercroissance, c'est juste de dire, est-ce que je vais chercher le plein potentiel de ce que j'ai envie puis de mes ambitions. Puis après ça, ça va donner des résultats plus grandioses ou j'ai le goût de faire petit train va loin. C'est correct. C'est correct. Mais je pense que nous, on travaille, puis moi, je dis toujours, c'est Marshall Goldsmith qui avait dit ça. Il dit, il y a 2 critères qui définissent un vrai leader. Quelqu'un qui a l'humilité de se faire aider et qui a de l'ambition. Mais je pense que les gens avec qui on travaille... Ils ont tellement ça, là. C'est fou, hein? Oui, quand tu le dis de cette façon-là, là, moi, exactement, je vois mes... Puis c'est pour ça aussi que quand on a le goût de travailler avec des entreprises ou des organisations, on les choisit. Oui. Moi, j'ai le goût d'avoir du plaisir, j'ai le goût d'aider des gens qui veulent se faire aider. Oui. Ou qui ont... Bien, aider, c'est un grand mot, là, mais qui veulent être accompagnés, qui veulent jouer aussi dans les places qui font parfois un peu mal. Ou sortir des zones de confort. Puis qui mettent, tu sais, des fois, ils mettent ça dans tout du tapis, puis ils oublient, puis ils veulent pas trop en parler parce que, bon, le restant, ça va bien, puis pourquoi on... Mais c'est là qu'on trouve les plus grands cadeaux aussi, tu sais. Moi, je me rappellerai tout le temps, j'avais une adjointe il y a quelques années, puis elle me disait... Tu sais, des fois, on avait des coups durs, puis elle me disait, bien, quand on a des coups durs, après ça, on a des cadeaux d'épreuve. Puis moi, ça, là, ça me reste tout le temps de dire, bon, mais quand on a des coups durs, bien, on peut avoir des coups durs pour les entreprises, mais c'est quoi ton cadeau d'épreuve? Qu'est-ce que tu vas gagner? Qu'est-ce que tu vas avoir appris de la difficulté que tu as vécue? Puis comment ça peut être un levier plutôt qu'un downer? Moi, ça, je pense que ça vient aussi avec
ce profil-là d'entrepreneur ambitieux, courageux, qui ose faire une différence. Exact. Puis comment tu le vois, puis là, ça c'est peut-être hors contexte, mais ça me fait juste amener dans le sens que, tu sais, on a toutes les deux des enfants. Comment on peut inculquer cette vision-là à nos enfants ou à la future génération? Ah, quelle belle question. Tu sais, moi, je me suis peut-être un peu culpabilisée quand j'étais plus jeune. Je te dirais, tu sais, j'étais sur des conseils d'administration, je travaillais fort, j'en mettais des heures. Puis, tu sais, je me rappelle d'avoir amené Camille, ma fille, là, dans sa cocotte, là, tu sais, bébé, là, sur une table de conseil d'administration. Puis, j'ai quelqu'un qui m'a dit, bien, qu'est-ce que tu fais là, Isabelle, tu sais, avec ta cocotte sur... tu sais, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis, tu sais, pour venir à ta question de qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants, bien, moi, je pense que c'était vrai avec moi-même. Moi, j'aimais être là. J'aimais ce que je faisais et j'aime encore ce que je fais aujourd'hui. Je pense que de leur parler de notre passion, de ne pas hésiter de les impliquer. Tu sais, mes enfants, en fait, je ne sais pas combien de ventes de garage, de ventes pour les organismes sur lesquels j'ai été impliquée. Je les ai encore, tu sais, je suis encore avec Filles Actives, par exemple, où on va courir, où on va marcher. J'implique ma mère, j'implique ma fille. Moi, j'implique tous ceux que ça leur tente d'être impliqués avec moi. Puis mes enfants, ils y ont goûté. Mais aujourd'hui, ils me disent, ah, ben c'est le fun parce que ils ont appris de ça. Ils sont, je pense, contaminés. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'être qui on est. Puis cette peur-là que j'avais de me dire, bon, est-ce que je suis présente assez? Est-ce que je travaille trop? Bien, aujourd'hui, quand je leur pose cette question-là, ils me disent, ben non, c'était le fun. On pouvait aller, mettons, à la chambre de commerce. On avait le droit de prendre du 7-Up au tournoi de golf, mais ils faisaient des... Tu sais, ils ont été impliqués dans toutes sortes de choses avec moi. Fait que je te dirais que ce qu'on lègue à notre génération, c'est un peu ce désir-là, ces valeurs-là qu'on a développées, ces valeurs-là qui nous habitent. Bien, quand on est capable de les partager avec nos jeunes, puis qu'ils ne voient pas ça comme du travail, mais qu'ils voient ça comme une partie de plaisir tout au long de ta vie, bien, moi, je pense que ça marche. C'est ça, parce que ça, en fait, c'est que c'est tellement une réelle passion qu'ils voient. Puis c'est pas, ma mère a l'air tannée de sa job, elle chiale tout le temps. Tu sais, quand t'es pas là, mais oui, tu travailles fort, oui, tu as des périodes d'intensité, mais en bout de ligne, c'est la vie que tu as choisie, puis on s'assume, tu sais. C'est ça, puis tu sais, il faut pas juger les autres. Même si on juge pas nos entrepreneurs, tu sais, s'ils veulent innover ou ils veulent pas, qui prennent des décisions de faire de l'hypercroissance financière ou pas, bien, c'est la même chose. Tu sais, on est des femmes d'affaires accomplies, on est des femmes d'affaires avec beaucoup de passion, avec de l'énergie. Bien, on est entière, on est qui on est avec nos forces puis nos faiblesses. Puis moi, je pense que quand nos enfants découvrent ça, qu'on a aussi des faiblesses, puis que cette vulnérabilité-là, bien, qu'on est capable de le partager, je pense qu'ils comprennent qu'on a des beaux côtés, puis qu'on a d'autres côtés, on est tous humains. Puis de partager qu'on est humain avec nos vulnérabilités, avec nos enfants. Moi, les miens sont plus grands, là. C'est tellement un bonheur, là, tu sais, de dire, bien, c'est correct de faire des erreurs, c'est correct de ne pas toujours réussir, c'est correct d'apprendre des choses qui sont plus difficiles. Je pense que c'est pas ça. Toujours être dans la performance, tu sais, puis l'espèce de... C'est ça, parce qu'on est dans une société comme exigeante, je dirais même, là, tu sais. Puis quand on parle d'hypercroissance, il ne faut pas confondre ça avec hyper-performance. Non. Tu sais, parce que pour moi, c'est... Oui, on peut être super performant, mais c'est aussi correct de pas... Tu sais, c'est comme l'excellence. On vise l'excellence, mais il ne faut pas être parfait. Moi, travailler avec du monde parfait, là, ça se peut pas. C'est poche, tu sais, ça vient une pression. Oui, c'est vrai, tu sais, de respecter, puis c'est ça. Mais je pense que la nouvelle génération amène ce... tellement. Des gonfles à ballon, là. C'est comme, tu sais. Ils sont bons. Oui. Ils sont bons en environnement, ils sont bons, tu sais, ils nous poussent, ils nous amènent à apprendre de nous-mêmes. Moi, je pense qu'être parent, c'est la plus belle chose au monde. T'sais. Pour moi, ça nous amène à être des meilleures personnes. Puis dans la relève, justement, dans les entreprises que tu vois puis que tu constates, comment tu vois les conflits générationnels, dans le fond, dans cette évolution-là? Comment tu vois cette intégration? C'est drôle, hein? Moi, j'ai des jeunes qui travaillent avec moi aussi, là, puis je me dis, il va y avoir des conflits, puis on a toujours des plus jeunes qui travaillent avec nous autres, là, plus on vieillit, plus on a des plus jeunes. Mais moi, je vois pas ça comme des conflits. Je sais qu'il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. Moi, je pense que quand tu as des valeurs similaires, tu trouves des solutions. Moi, je suis une fille de solutions. Puis c'est qui avait écrit là, que la nouvelle génération là, va complètement perdue? Puis ça datait de, je sais pas, 1800, je sais pas quelle année. Là, je me rappelle pas de qui a écrit ça, mais moi, je pense que c'est pas des conflits de génération. Moi, je pense que de part et d'autre, il faut regarder, c'est être à l'écoute, c'est d'être ouvert. Puis peut-être que certains éléments qui nous apportent est différent de qui on est.
Puis, bien, tant mieux. On s'entoure de gens différents en âge, puis on s'entoure de gens différents qui font que notre entreprise ou notre organisation est bien meilleure parce qu'on n'a pas juste une façon de voir, pas juste un type de personne. Fait que moi, je te dirais ça. Oui, c'est ça, parce que moi, je le vois, j'ai beaucoup, tu sais, puis moi, j'ai des clients, en fait, que, tu sais, il y a des repreneurs où, par exemple, le père va laisser carte blanche, il a pleinement confiance à ses enfants, il voit le potentiel, puis il comprend qu'il ne le fera pas de la même façon, puis c'est correct. Et il y en a d'autres, c'est des control freaks, là, excusez-moi le terme, l'anglicisme, mais c'est des gens contrôlants, mais il me semble qu'ils vont l'être dans le tombe, là, tu sais, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il faut choisir nos batailles, mais je pense que tu as trouvé le mot concret, c'est d'avoir l'écoute. Moi, j'apprends tellement de mon fils de 14 ans, là. Puis, tu sais, moi, j'y parle tout le temps de mes affaires d'entrepreneur. Mais t'es arrivé ça, mais t'es arrivé ça. Puis là, puis, tu sais, je demande, puis il y a une bonne intelligence. Je dis, François, t'aurais fait quoi dans cette situation? Ben, il dit, moi, je le vois comme ça, maman. Tu sais, puis là, j'étais comme, hey, j'avais pas vu de cette perspective-là, de cet angle-là. Et c'est là qu'on embarque dans les organisations aujourd'hui. Je parlais avec Martin Delaroseville d'Apiculture qui parlait de l'importance de, c'est quoi une culture forte? C'est de connecter. Mais si tu donnes le temps d'être en écoute active puis de connecter, tu vas, comme tu dis, on va en trouver des solutions. Oui, puis peut-être que c'est aussi correct qu'on ne pense pas de la même façon. Oui. Tu sais, c'est pas de toujours être d'accord. Tu sais, on est très dans un mode consensuel au Québec sur les conseils d'administration, en entreprise. On est tout le temps en consensus. OK, mais c'est aussi correct d'avoir un débat puis qu'on entende les propositions des autres. Puis je pense que c'est peut-être qu'on ne comprend pas la première fois, puis peut-être qu'on n'a pas saisi l'importance de ce qui est dit une première fois. Mais si on continue à vraiment d'avoir des lieux où on peut débattre avec beaucoup de bienveillance, là, je ne dis pas qu'on se débat avec les points, mais qu'on ait un lieu où on est capable... Non, mais un challenge constructif, tu sais. Puis les jeunes nous poussent à devenir meilleurs, nous poussent avec d'autres façons de faire. Puis on n'a pas la science infuse. Puis ce qui fonctionnait il y a 20 ans, bien, peut-être il y a certaines choses qui fonctionnent encore, mais il y a peut-être d'autres affaires qui fonctionnent moins. Alors, soyons ouverts aussi à nous autres aussi innover dans notre façon de faire. Innover. Garde, elle revient tout le temps. C'est ça, pour avoir un bon point cardinal. On s'en va. Exactement. Écoute, Isabelle, on pourrait parler des heures et des heures, mais y a-t-il des sujets qu'on devrait discuter ensemble pour le bénéfice de nos auditeurs? Parce que tu as tellement de connaissances et de savoir, de dire... Qu'est-ce que tu voudrais qu'on jase, là? On a parlé de nos enfants. Ça, je pense que c'est important d'amener ça. Oui. Tu sais, moi, je pense que peut-être l'équilibre, tu sais, peut-être qu'on peut parler d'équilibre. On a frôlé un peu ce sujet-là. Oui. Moi, je pense que notre équilibre, c'est souvent peut-être ce qui arrive quand on parle en termes de différence de génération. Oui. Tu sais, on parle de l'équilibre, mais cet équilibre-là, il est propre à chacun. Puis moi, je pense qu'il ne faut pas être en mode jugement de l'équilibre de nos plus jeunes qui peut-être font un meilleur équilibre tant de loisirs, tant de travail, tant de vacances ou peu importe. Mais moi, ce qui me rend heureuse peut être différent de ce qui rend heureux quelqu'un d'autre. Fait que moi, je pense que l'équilibre aussi est quelque chose qui est propre à chacun. Oui. Puis d'en parler, puis d'échanger par rapport à ça, ça peut peut-être aussi être intéressant. Oui, non, c'est vrai, l'équilibre, exactement. Puis c'est ça, puis tu sais, de réaliser aussi quand tu es entrepreneur, tu sais, moi, je réalise que les entrepreneurs, c'est des gens qui vont avoir des grands moments d'intensité, là, tu sais, c'est pas égal. Il n'y a jamais une journée qui est égale, mais des fois, ça va y aller, tu sais, work hard, play hard, là, tu sais, il y a beaucoup de ça. Fait que ça, c'est quelque chose d'important. Peut-être la santé mentale, tu dis qu'on parle de ça. Je cherche un conseil d'administration, moi, de Relief, qui est un organisme en santé mentale. Puis les entrepreneurs, on est bien portés à être, à peut-être pas nécessairement parler, mais on voit de plus en plus de gens, d'entrepreneurs qui peuvent parler de santé mentale. On a des bons leaders au Québec qui nous ont parlé de santé mentale. Puis je pense qu'il ne faut pas garder ça comme un tabou. Puis on a tous de proches, de loin, des gens qu'on connaît qui ont des enjeux de santé mentale. Puis je pense qu'il faut mettre ça de l'avant, cette capacité-là de s'entourer aussi de gens différents. Peut-être aussi des gens qui ont une compréhension différente pour nous aider aussi à mieux comprendre qu'est-ce que ça a comme impact. Oui, puis comment on joue à l'intérieur de soi. Puis des entrepreneurs, c'est aussi des gens qui sont beaucoup dans les extrêmes. Ils sont hyper performants. Ils ont des doutes souvent. On le voit chez plusieurs de mes clients. Je ne sais pas si toi, tu vois ça aussi. Oui, exactement. Mais ce sont des gens qui sont aussi propices à vivre des enjeux de santé mentale. Puis souvent, ils gardent ça pour eux. Oui. Moi, je pense qu'on parlait que des bons entrepreneurs vont chercher de l'aide pour leur entreprise.
Mais un bon entrepreneur, il faut qu'il aille chercher de l'aide pour lui aussi. Puis il y a tellement de possibilités d'être accompagné. Il y a beaucoup d'organismes qui sont là aussi pour aider nos entrepreneurs qui ont des enjeux de santé mentale, puis pas avoir peur d'en parler, pas avoir honte d'avoir des enjeux de santé mentale. Ça me fait penser quand j'ai lancé le livre Mon masque à oxygène en premier avec Kevin Lawrence, il a parlé beaucoup du continuum de la santé mentale avec les différentes zones qui étaient du vert, le jaune, l'orange et le rouge. Le rouge, tu as des pensées suicidaires, ça va pas du tout. Souvent, tu as des dépendances à l'alcool, peu importe, tout ça. Quand tu es dans le vert, tu es joyeux, tout ça. Le 2, tu procrastines, puis tu sais, le jaune, puis tout ça. Et quand il a fini sa conférence, j'ai facilement 3-4 clients qui sont venus me dire « OK, je suis dans une zone rouge, là, puis ça va pas du tout. » Puis c'est à ce moment-là que j'ai vu des entrepreneurs qui ont commencé. Et on s'entend-tu que dans la vie d'un entrepreneur, c'est sûr qu'il va y aller dans son zone rouge. S'il prend des risques, puis il est ambitieux, puis il va y aller. Mais notre devoir, je pense, comme humain, c'est de dire, si tu vas dans une zone rouge, réside le moins souvent possible et reviens à des rituels de résilience, des rituels où tu prends soin de ta santé, de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Et ça, je pense que la pandémie a amené ce lot-là, chose qu'il n'y avait pas avant. Je pense qu'on en a parlé plus. On a parlé plus de santé mentale parce que je pense que tu as raison, là, on a mis comme une loupe sur les enjeux de santé mentale par la pandémie parce que l'isolement, parce que, moins de gens avec qui parler. Mais je ne sais pas, comment ça se développe pour chacune des personnes parce que des enjeux de santé mentale, des fois, c'est aussi des conditions. Alors, je pense qu'il y a toutes sortes de façons. Puis, il y a des ateliers d'autogestion qui existent aussi, donc qui peuvent aider les gens dans leur façon de pouvoir adresser peut-être certains enjeux. Puis, as-tu vu un changement dans, justement, les conseils d'administration? Comment les fameux, les équipes, ça a été quoi l'impact de la pandémie? Comment ça a évolué? Tu sens-tu une fatigue chronique? Je sens une fatigue. Comme ça repart, ça arrête, ça repart, ça arrête. Ouais. Et ça, là, on ne sait plus sur quel pied danser. Tout le monde a hâte de recommencer. Là, le printemps est à nos portes. On est super excités. Mais c'est comme si on ne sait pas trop. Là, on anticipe de vouloir revenir peut-être à certains éléments. Et puis, je pense que il va falloir qu'on apprenne de ce qui s'est passé dans la pandémie. Il y a peut-être des bonnes choses aussi qui sont sorties des éléments de la pandémie, mais c'est vrai qu'il y a une fatigue. Je sens la fatigue, je sens le retour au travail. Pour certains, ils veulent, d'autres peut-être moins. Donc, on n'est pas tous des bêtes sociales. Là. Donc, tu sais, il faut être à l'écoute. Là. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à pas faire... penser que tout le monde est dans la même place. Je pense que les gens sont à toutes sortes. Tu parlais d'écarts, de zones. Je pense qu'il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont un peu prêtes, puis il y en a qui sont pas prêtes du tout. Puis il faut écouter ça. Je pense que c'est pas une même solution pour tout le monde. L'écoute active. Puis je trouve qu'il n'y a plus de... ça va tellement vite qu'on ne prend plus le temps non plus nécessairement de vraiment écouter. Puis on a besoin, je pense, d'écouter nos gens, puis tout ça. Puis oui, ça a eu des changements, mais moi, c'est-tu la question que je pose comme brise-glace dans tous mes ateliers? Quel impact positif a eu sur toi la pandémie? Puis j'en ai, là, tu peux-tu croire que dans les différents groupes que j'ai faits, j'en ai, là, qui n'étaient pas capables de me dire, moi, il n'y a aucun impact positif. Mais là, tu voyais qu'ils étaient fermés. Ils sont plus là. Tu sais, on est en train de les perdre, là, tu sais. Ça fait que des fois, juste de poser cette question-là, tu sais, si tu n'es pas capable de voir le positif dans les solutions, bien, souvent, c'est ça, là, quand on parle de santé mentale, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, fait qu'il faut faire attention à ça. Écoute, j'avais tellement de questions, de choses que je voulais parler avec toi et tout. Là, le temps est limité. Fait que je pense qu'on a couvert les sujets. Gouvernance, l'importance de la gouvernance, stimuler le muscle de l'innovation, s'assurer d'avoir une bonne stratégie pour intégrer tout ça. Tu as bâti une équipe d'experts de renom qui te ressemble et où vous souhaitez avoir un impact sur toutes ces belles organisations-là. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour Isabelle, pour la suite, quand on regarde en avant? Mais d'entourer des gens comme toi, d'avoir d'autres gens avec qui on peut échanger, puis qu'on peut changer le monde à notre façon. Puis plus on va être en train de contaminer les autres de ce bonheur-là, d'innover, d'agir en bienveillance, puis de vouloir voir plus grand, être en hypercroissance. Moi, je pense que c'est ça. Il ne faut pas arrêter de s'entourer de gens qui rêvent, puis des gens qui voient la vie avec le verre toujours à moitié plein, puis en étant réaliste que des fois, il faut apprendre de nos erreurs. Oh, que c'est sage! Merci beaucoup, Merci Isabelle, à toi, c'était super agréable. Oui, c'est le fun. Merci. Merci.
À noter que tous les épisodes sont disponibles en format audio sur les principales plateformes de podcast et aussi disponibles en format vidéo sur YouTube. Si ce podcast vous a inspiré, sachez que vous pouvez retrouver tous les outils utilisés par ces entrepreneurs à travers une boîte à outils que j'ai cumulée au fil des années. Tout simplement vous rendre sur hypercroissance.com/outils. Pour en savoir plus sur Hypercroissance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On partage une panoplie d'informations, d'articles, d'outils pour vous aider dans votre croissance sur les réseaux sociaux. Et si ce podcast vous a plu, je vous invite à le partager avec quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Merci et à bientôt.